L'histoire contemporaine de la France, elle est intimement liée à une autre histoire, celle de la loi de 1901, de sa construction, des luttes qui ont amené à sa construction, les débats de la société. Et un petit peu, ces débats qui ont amené en fin du 19e siècle à la constitution de la loi 1900 de rentabilité dans leur fonctionnement. Et on peut arriver aujourd'hui de nouveaux acteurs très importants qu'on appelle l'entrepreneuriat social, et qui sont qui engagent les associations, qui sont comme un modèle un petit peu pour les associations d'efficacité. C'est bien connu que le privé, le lucratif, est beaucoup plus efficace, plus moderne, plus innovant que l'association. Voilà, ça c'est le discours qu'on nous sert, mais c'est un discours très important. Vous pensez que vous écoutez, vous ouvrez les chaînes de, alors je ne vais pas dire CNews, BFM, les chaînes globalement, etc. L'association est toujours présentée de cette manière-là. Soit, qu'est-ce que c'est bien ce qu'ils font, regardez un petit peu. Il y a même un mot qui qualifie ça, vous l'avez maintenant sur France Inter tous les jours. Moi j'appelle ça l'idéologie, l'idéologie des solutions. Vous avez maintenant ce qui était Philippe Bertrand avant, tous les jours à 13h30 sur France Inter, maintenant c'est le magazine des solutions. Et ces termes de solutions, maintenant dans les rédactions, vous avez des journalistes de solutions. Sur France 2, enfin je n'ai jamais vu, mais sur France 2, on a tout le temps cette journaliste qui vient, ah ben il y a telle initiative dans tel coin de France, etc. Et tout. On apporte des solutions, c'est-à-dire en apportant des solutions, on ne s'attaque pas au bout de la société. On est des pansements. On peut faire et tout ce qui est fait, je ne critique pas, tout ce qui est fait est bien. Je ne veux pas dire que c'est mal ce que font toutes ces personnes, parce que peut-être que même vous êtes engagés sur plein de trucs, c'est bien. Il faut avoir la conscience de ce qu'il y a derrière. Et la conscience, c'est de se dire, voilà, on travaille dans un centre social, on fait des distributions alimentaires, on est présent, etc. et tout. À quel moment on a la possibilité de dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse des distributions alimentaires? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse des ateliers de réparation de vélos? Pourquoi est-ce qu'il faut... et pourquoi est-ce qu'on agit? Pourquoi est-ce qu'on est militant associatif? Et donc, je ne vais pas revenir sur l'exemple du groupe SOS, dont je voulais vous en parler maintenant, mais comme j'ai fait tout à l'heure. Mais savoir, pour résumer, ce monsieur, donc Jean-Marc Borello, il a écrit, enfin moi je connais 2 livres de lui, il en a écrit plus que vous doutez qu'il écrit. Et son premier livre, c'était intitulé, enfin, le premier livre significatif, quand il est arrivé sur le secteur, il a écrit, alors je dis, l'entreprise, son thème c'est l'entreprise doit changer le monde, c'est l'entreprise doit changer le monde, c'est ça, il a écrit un grand article là-dessus et tout, et après le bouquin qu'il a sorti, il s'appelle Pour un capitalisme d'intérêt général. Tout est dit, c'est pas moi qui ai provoqué les rires, mais pour comprendre, pour directement qu'éventuellement ça, c'est ce que je dis, c'est un petit peu plus large et tout, on peut rigoler. On pense à une chose, le scandale Orpea. Le scandale Orpea, mon papa est en EHPAD actuellement, et l'EHPAD, en plus, avant il était chez Corian, mais c'est beaucoup trop cher. Donc, on parle de maltraitance. C'est de ça qu'on parle. Alors, je ne dis pas, il y a certainement des EHPAD lucratifs qui sont corrects, je ne sais pas et tout, mais la réalité, c'est que si on veut dégager pour des actionnaires, pour des fonds de pension, des actifs, arriver à des chiffres, 6%, 10%, 10%, etc. et tout, être rémunéré, eh bien, il faut bien gagner l'argent quelque part. Donc, on gagne sur des détails. Les détails, excusez-moi, je ne pense pas que c'est des détails, c'est la nourriture, c'est l'aide à la personne, il y a la présence quand il y a besoin et tout, de moins en moins de personnes qui passent, pouvoir donner de l'eau en cas de canicule, par exemple. Et puis, ça va beaucoup plus grave, là, je vous invite à lire le livre si vous ne l'avez pas fait et tout, mais voilà, on sait. Et ce scandale sur Orpea, aujourd'hui, on assiste au même scandale sur les crèches. On a un mouvement qui s'appelle l'association des collectifs enseignants, enfants, parents. Je ne sais pas si vous connaissez, parents professionnels. C'est la CEP. La CEP est, nous, un des membres fondateurs du CAC. C'est un des collectifs, je ne sais pas nommer. En gros, c'est des crèches parentales, des crèches associatives, et surtout des regroupements de professionnels, de parents qui mettent en sujet, etc. Et eux, ils voient la montée de la lucrative. Ça fait 40 ans qu'il a vécu maintenant. C'est pas récent. Mais aujourd'hui, à travers des groupes qui sont en train de se constituer, qui vont aller reprendre, et c'est facile, on arrive de la municipalité, monsieur le maire, vous voulez une crèche? Vous embêtez pas, vous embêtez pas, monsieur le maire, madame le maire, vous embêtez pas. On se charge de tout. On se charge de tout. Vous nous financez et nous, on le fait. On va faire. On se charge de tout. Et ça, derrière, c'est des modèles. Que, par exemple, quand on dit pour le groupe SOS, c'est des modèles de centrales d'achat. Pour toute la France,
et puis c'était des groupes qui commencent à avoir tellement de moyens financiers qui font des choses inimaginables quand on le voit. Vous avez peut-être entendu parler pour le groupe SOS, on a parlé à un moment ce qu'on appelait l'opération 1000 cafés, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, le groupe SOS, il a tellement d'argent, il n'a même pas besoin d'en demander. Pour créer 1000 cafés dans 1000 villages de France, on envoie des dossiers, etc. D'abord, c'est une honte ce qui se passe dans ces lieux-là. C'est couper complètement de la réalité des habitants. On fait faire à des personnes qu'on embauche pour le SMIC. On embauche une personne pour le SMIC, et souvent il est à la campagne, il vient en couple avec sa femme, ils ont un SMIC pour deux, ils sont pas 35 heures pour faire vivre une épicerie locale, couper un peu des habitants parce qu'ils ne sont pas originaires, ils aiment monter quelque chose. C'est des gens très honorables qui aiment monter des choses, mais le nombre d'émissions, de scandales qu'on va là-dedans, et d'ailleurs quand tu vas acheter par exemple, je veux dire une bêtise, une poisson alizée que tout le monde connaît, etc. Ah non, mais il y a une centrale d'achat. Hein, et tout ça, vous voyez, donc on en arrive à des scandales de l'entrée du lucratif. On ne s'en rend pas compte, parce que quelque part, il y a le côté super sympa, c'est une association locale, c'est des jeunes, ils envoient, etc. et tout, mais vous voyez, on sort, on met en concurrence ce qui était par exemple, ce qui concerne la Fédération des foyers ruraux, par exemple, hein, je ne sais pas si vous connaissez la Fédération des foyers ruraux, qui est une fédération historique. Cette fédération, elle, dans son cœur de métier, elle a l'aide à l'installation de personnes, de partir de projets d'habitants dans une commune. En installant, en respectant dignement vous voyez, on a un exemple d'une société dans la Sarthe, d'un café associatif comme ça qui s'est créé, où déjà il bossait 80 heures par jour, je dirais. Hein. Et le maire a dit que quand même, c'est dommage que nous, une petite commune, on n'a plus de cantine, c'était bien que vous faisiez à manger le midi. Et mis la pression pour qu'il fasse en plus un repas le midi, en plus de tout le reste du temps avec l'épicerie, etc. Et tout. On n'est pas loin d'une forme d'esclavagisme du point de vue de ce qu'on demande humainement à des personnes de faire. Hein, et, souvent des jeunes personnes qui viennent là avec un projet de vie et qui partent voilà, absolument. Alors ça c'est parce que tout ça, parce que derrière cette idée de marchandisation, et puis de l'entrée du secteur lucratif dans l'action sociale, dans l'action de solidarité, de la culture, etc. Il y a une pensée derrière. Alors vous savez, il y a une personne qui s'appelle Sir Ronald Cohen, alors, si vous faites circuler le rapport de l'Observatoire, vous apprendrez plus qui c'est et tout. Lui, il est persuadé que non seulement, vous savez, il y a une main invisible qui commande le marché. Donc l'idée, c'est que il y a les problèmes de société se règlent par le marché, par la libre entreprise, sans concurrence, enfin, libérée de toute contrainte, le plus possible, de toute contrainte, quelle qu'elle soit. Et donc c'est en laissant totalement à l'entreprise les rênes que par miracle. Il y a une main invisible qui fait que cette main invisible va régler les problèmes du marché. Mais Sir Ronald Cohen, il a pensé autre chose, il a dit, mais l'entreprise, elle a autre chose qu'une main invisible. Elle a un cœur invisible. Et donc, il a promu ce qu'on appelle les investissements à impact social, dont on parle longuement, tu as entendu à la fête de l'UBA. Alors, Social Impact Bond, lui, il a créé, hein, c'est un modèle anglo-saxon, etc., qui sont tout simplement l'entrée des banques, de la finance, des fonds de pension dans le secteur associatif. Alors, c'est un outil financier qui ne marche pas, je vous dis franchement, ça ne marche pas. Et pourtant, ça se développe, le gouvernement n'arrête pas de dégager des financements. Pourquoi je dis que ça ne marche pas? Parce que nous, dans le rapport, on a déjà documenté une soixantaine de contrats d'impact sociaux signés. Et en face, avoir des chiffres, des éléments sociaux, etc., avoir des réponses, il n'y a pas. Il n'y a qu'un seul, un seul contrat d'impact social qui est arrivé à peu près à son bout, à 60 depuis 50 ans. C'est quoi? Vous avez une très bonne idée d'une action importante. Et vous dites, mais pour cette action-là, vous appelez ça changer d'échelle, et toujours grandir. Vous avez une super action à mener, par exemple, je prends un exemple, le Conseil régional du Nord, départemental, pardon. Ils ont en charge l'action sociale. Et dans l'action sociale, il y a le placement d'enfants, qui sont retirés des familles qui sont placées. Et donc, ils estiment que dans leur budget, ça va coûter, eux, dans leur budget annuel, c'est des sommes folles. Ils calculent que s'ils réduisent de 1,5% ou 2% le nombre d'enfants placés en famille, quelle économie ils vont faire? Et mais si on a 2% de placement en moins, on gagne 500 millions. Excusez-moi, le chiffre, là, je l'invente, je ne me rappelle pas. C'est un exemple. Et bien, donc,
la sauvegarde de l'enfance du Nord passe un contrat à impact social pour dire, mais nous, on assure, on va vous faire réduire de 2%. Voilà. Donc il y a un financement, le Nord va verser 600 000 euros, 700 000 euros sur un programme sur 3 ans, 1 million d'euros à l'association. Et puis pendant 3 ans, ils vont mettre en place un programme, je vous dirai ce qu'il y a après. Et bon, voilà. Ah, mais sauf que c'est pas. Dans un premier temps, c'est pas le département des Nord qui a payé. Ça va être par exemple la Société Générale, le Crédit Mutuel, un fonds de pension, des assurances qui vont se mettre ensemble et qui, eux, vont donner l'argent. Et tous les ans, en fonction des résultats, le département va rembourser une somme par rapport au résultat. Et si on obtient le résultat, eh bien, on est remboursé avec une plus-value. Et si on n'arrive pas au résultat, eh bien, on est remboursé quand même. Parce qu'il n'y a rien qui est prévu au départ pour ne pas être remboursé. Et ça fait quoi, par exemple, dans le métier des travailleurs sociaux? Ça fait qu'en fait, quand un travailleur social, une assistante sociale, travaille sur un dossier d'enfant et que cet enfant va aller devant le juge des enfants, le juge, il est libre. Et il prononce un placement s'il y a besoin de prononcer le placement. Non, il faut réduire. Donc ça amène l'association à faire pression sur ses salariés, à former ses salariés pour présenter moins d'enfants. Alors que l'association, c'est pas moins aggravé. Pour présenter moins d'enfants. Parce que si on présente moins d'enfants, il y aura moins d'enfants placés. Donc c'était quoi? C'est-à-dire qu'on va embaucher des salariés, par exemple, vous savez, des moniteurs éducateurs, encore, peut-être même pas, pour faire quoi? Pour faire un peu plus d'accompagnement dans les familles, pour retarder le moment où on présentera. Et donc on maintient des enfants dans des familles, uniquement avec ce processus on les maintient plus longtemps, comme ça on ne présente pas, et puis si ça peut le faire, etc. Et pour ça on embauche des salariés sous-payés. Je vous parlais tout à l'heure de perte de sens, risque professionnel. Quand on dit nature, comme c'est une profession, alors ça s'accompagne des réformes de l'État qui modifient la formation des actions sociales, des éducateurs spécialisés, etc., pour avoir un tronc commun. Et il y a une logique, hein. Un État néolibéral, à la différence du capitalisme ou du libéralisme, à la différence de la main invisible, le marché va tout régler. Un État néolibéral, c'est un État qui intervient au contraire. Il intervient pour ouvrir des marchés. Le marché du social, le marché de la culture, le marché de l'environnement. C'est ça le travail d'un État néolibéral. C'est un État interventionniste pour développer les espaces dans lesquels la finance va pouvoir investir et gagner de l'argent. Il faut savoir que quand on est, alors je ne suis pas un spécialiste de question là, mais quand on est dans l'automobile, quand on investit et tout, aujourd'hui on arrive à des taux de retour sur investissement de l'ordre de 4-5%, c'est pas le monde d'avant où on engageait. Dans l'action sociale, on estime que c'est entre 16 et 20% de retour sur investissement. Et au début, la garantie, c'était qu'il n'y aurait pas de retour sur investissement dans le cadre des contrats d'impact social qui dépasserait. Allez, on va être raisonnable. Il avait dit la ministre de l'époque, c'était Caroline Delga, je crois. Il ne faut pas que j'exagère, parce qu'elle a développé le truc, mais c'est pas elle qui les a mis en place. Hein. C'est pas elle qui, comme vous êtes de la rue, c'est pas. Mais en tout cas, et après il y a Michel Pinville, ils ont. Derrière, il y a tout un accompagnement de l'État pour mettre en place ces contrats d'impact sociaux, pour les développer, pour en faire une référence. La mission, alors, pas de bol pour moi, c'est encore tombé sur moi, Marlène Schiappa, elle vient de la Sarthe aussi, et aujourd'hui Olivia Grégoire, qui est très forte, qui connaît très bien leur priorité dans ce qu'on appelle, ça a même disparu des intitulés du ministère, mais l'économie sociale et solidaire, la priorité des priorités dans le soutien au secteur associatif, le soutien à l'économie solidaire, c'est la mise en place des contrats d'impact sociaux. De manière, et on voit bien, si on met en place des contrats d'impact sociaux sur certains domaines, c'est de l'argent qui ne va pas vers l'association. Vous savez, l'association qui est ce truc qui n'est pas efficace, inutile, qui gaspille l'argent public. Vous voyez le truc. Donc on est bien dans ce système-là. Et donc l'entrée d'outils financiers avec des contraintes qu'on appelle la mesure d'impact. Alors, on parle de ça parce qu'on a vraiment documenté, avec ce rapport et tout, on est en plein dedans, et là, on découvre des bombes quand on rentre là-dedans. Parce que ce qui est très fort dans ce domaine des systèmes néolibéral, c'est quand les choses ne se disent pas. Quand ça ne se dit pas, on ne fait pas de publicité à quelque chose qui pourtant n'est pas terrible. Et tout est fait pour ne jamais faire connaître, publiciser, rendre des comptes, faire savoir que, etc. Et donc le travail essentiel que nous mène au collectif avec les réseaux qui sont engagés avec nous et eux, c'est travailler à rendre public ces choses-là. Et on rend public avec des économistes, des chercheurs, on détaille des universitaires, on mène des travaux, on mène des colloques, des conférences
On aura bientôt une sur le groupe SOS, exclusivement consacrée au groupe SOS, avec pas que des gens aussi qui sont entre des entrepreneurs sociaux qui sont présents pour mettre en débat ces questions. Alors, voilà 2 points, instrumentalisation, marchandisation. Je vais décrire des phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, hein, et qui font que, on verra tout à l'heure, en contrepoint, ce que c'est que l'association. Et puis, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je perds beaucoup de temps, mais la question des libertés associatives, aujourd'hui on parle d'une répression contre les associations. On voit bien qu'à l'heure de l'urgence climatique et sociale, par exemple, le gouvernement il fait le choix de rester complètement aveugle à tout ce qui se dit, hein, depuis sur le climat, le GIEC, à minima, la COP21, et plutôt que d'écouter les soulèvements du peuple, il décide de les réprimer, les soulèvements de la terre. Il décide un projet de dissolution à l'encontre des soulèvements de la terre, la suppression dans un premier temps de l'agrément à l'association Anticor pour avoir le droit d'ester en justice. Anticor, c'est cette association qui attaque Total, qui attaque les cimenteries Lafarge, qui attaque les corruptions, c'est elle qui attaque Dupond-Moretti, qui mène des procès avec on travaille beaucoup avec eux dans un collectif qui s'appelle le droit et mouvements sociaux qu'on a créé. Menace à l'encontre de même, une menace à l'encontre de la subvention de la Ligue des droits de l'homme. Le demande de retrait de la subvention alternative à Poitiers. Alors, pour passage comme ça, quand les mouvements, y compris à Sainte-Soline, en dehors de tout ce qu'on peut penser de ce qui se passe à Sainte-Soline, des terrains et tout, moi je sais ce que j'en pense, on peut en discuter des terrains, mais la réalité, c'est que ces mouvements, qu'est-ce qu'il fait? Récemment, le préfet de la région Aquitaine vient d'interdire 15 mégabassines qui étaient décidés pour les recours. Parce qu'on rend le mouvement des soulèvements de la terre, il y a des mobilisations partout, il montre l'inutilité de ces projets. Je vous engage à voir le film, si vous vraiment voulez avoir un documentaire, si vous ne l'avez pas vu, allez voir Delot, Jaguier, le feu. Delot, Jaguier, le feu, vous savez, on va travers un truc très pédagogique sur ce que c'est que ce marais Poitevin, par-delà. Et donc, il faut bien se rendre compte que quand on dit des noms comme ça, tout le monde connaît, c'est, encore une fois, j'ai utilisé l'expression de pointe visible de l'iceberg. Parce que derrière, ce sont des centaines d'associations qui sont menacées. Par exemple, sur le bateau de Millevaches, une des premières télévisions associatives, Télé Millevaches, qui est membre du CAC depuis très longtemps, s'est vue suspendre ses subventions. Parce qu'elle faisait des émissions, peut-être qui étaient contraires à l'ordre républicain. Sur le même plateau de Millevaches, dans la même région, on a une compagnie dont le nom m'échappe actuellement, la compagnie Marie, je ne sais plus, qui fait du théâtre de rue, des interventions, etc. et tout, qui vient de se voir suspendre ses subventions, à la demande du préfet, à la demande de la direction régionale des droits de la femme et de l'égalité, des DRFE. Et ça sort de partout. Et il y a il faut savoir que dans la Vienne, le préfet Gérier qui s'attaque à Alternativa, c'est l'ancien chef de cabinet de la campagne d'Emmanuel Macron, campagne présidentielle. C'était son directeur de campagne. C'est pareil, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, les choses sont organisées, voulues, il y a des ballons qui sont lancés, mais d'ailleurs on dit quoi? On dit à toutes les associations, comme les miennes, comme l'éducation populaire, celles de défense des droits de l'environnement, etc. On leur dit attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites, parce que nous, maintenant, on peut vous suspendre. On peut vous retirer vos droits subventionnés. Et on peut le faire parce qu'en plus de ça, on a créé un outil qui permet de le faire. Et cet outil s'appelle le contrat d'engagement républicain. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le contrat d'engagement républicain. En fait, au Muro, il y a dans les années 2005-6 ans, j'ai plus l'année 2018, je crois, notre président Macron a fait un grand discours sur le séparatisme qui va séparer la France avec les actes terroristes aux actes terroristes. Et donc, il décide de faire une loi, qu'on va appeler la loi anti-séparatisme, qui s'appelle en fait la loi pour le respect des principes de la République. Et dans cette loi pour le principe des respects de la République, il y a un article, l'article 11, il y a un article, l'article 11, qui étend le droit à dissolution d'association, et il y a un autre article qui instaure ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain, où toute association de France, même vous, vous êtes obligé, pour avoir le moindre aide d'une collectivité, une subvention, etc. et tout, on est obligé dans le dossier, SRFA, dans le document, etc., les mairies nous demandent de signer comme quoi on est en accord avec ce contrat d'engagement républicain.
avec obligation de fournir, etc. J'aurais bien dit qui est-ce qui peut être contre. Alors je ne vais pas en parler ce soir parce que je serais parti pour 2 heures rien là-dessus, mais on peut dire voilà, quand on a un engagement républicain, etc. Et pourtant, on a l'unanimité du secteur associatif. L'unanimité. Les mouvements de France Générosité, tous les plus grands mouvements collecteurs qui sont vent debout contre. Et pour 4 raisons. D'une part, ce contrat, il est d'apparence anonyme, de donner un accord, etc. Pourquoi pas, etc. Mais derrière, dans ces contenus, avec la quantité d'interprétations possibles dans les mots qui sont faits, voilà, et il est grave, il est fondamentalement attentatoire aux libertés associatives. Et puis, nous, on dit que c'est un contrat qui est, et c'est une loi qui est une arme de dissuasion massive. Pour dire aux associations, restez bien sages, restez tranquilles, ne faites pas de politique, et soyez... et on voit ici et là le planning familial. Je crois que c'est même ici que le planning familial, c'est une façon de retirer dans une manifestation. C'est à Perpignan qu'ils ont été obligés de faire un référé pour avoir le droit d'être le 8 mars. C'est pas à Perpignan? Que le 8 mars, dans un premier temps, on leur avait interdit un stand. Je me trompe peut-être de ville, mais c'est Paris. C'est Montpellier, pardon. Ça me revient, c'est à Montpellier. Comme quoi. Et puis à Chalon-sur-Saône aussi. Et donc en fait, cette loi confortant confortant le respect des principes de la République, il ajoute une pierre à ce que c'est la lente érosion de capacité associative à intervenir. Alors, donc c'est un contrat qui est ambigu, grave et déloyal. Voilà ce qu'on dit, déloyal pourquoi? Parce qu'en fait, il existait un autre contrat qui s'appelait la Charte des engagements réciproques, qui a été co-signé en 2014 par l'ensemble du secteur associatif, l'ensemble des actions d'élus, départements, villes, régions, villes et banlieues, etc., et l'État. Et cette charte était un accord qui reconnaissait l'engagement politique de l'association. Le contrat d'engagement républicain vient dire cette charte co-construite, on la dégage, et puis à la place, on a un contrat déloyal, on dit un contrat léonin, on appelle ça, puisque c'est le contrat léonin, vous savez, c'est le droit du lion, c'est le droit du plus fort, d'accord. Ben, nous, on fait ce contrat et on vous impose de le signer. Alors si jamais vous voulez, si vous êtes dans des associations, vous allez sur le site du collectif des citoyennes, vous pouvez télécharger une petite affichette, vous mettez dans quelque part, et dit, ben nous, voilà, on l'a signé parce qu'on est bien obligé, donc on a intérêt et tout, mais nous, voilà, ce qu'on en pense, on s'engage, on conservera notre liberté de parole, notre droit d'expression, etc. et tout, et on dénonce ce contrat ambigu. Hein, voilà. Donc j'ai fait un tour trop long, certainement, sur ce qu'était la situation aujourd'hui. Ça va être très dur d'aller plus vite après. Alors si je vous ennuie, vous me dites si c'est trop long. Hein. Parce que la question, c'est, pour comprendre ça, il faut qu'on fasse un détour par ce que c'est que l'association et ce que c'est que la loi 1900. Hein. Je vais prendre, donc revenir 150 ans en arrière, et je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est celui de l'éducation pour tous et des universités populaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les universités populaires. Hein. Il faut savoir que c'est en 1849 qu'à Paris, donc l'Institut populaire de Paris était le premier à proposer des cours d'enseignement public et gratuits pour les ouvriers. Et en 1866, petit mémoire, Jean Massé fonde la Ligue de l'enseignement. D'accord? Donc 1849-1866. Soit 15 années avant les lois Ferry. La Ligue de l'enseignement précède les lois de Ferry de 81 et 82. Hein. Ces lois, elles sont pensées, les lois Ferry, pour favoriser l'introduction des idées républicaines dans les territoires les plus isolés, hein, l'école partout. Ce sont les hussards noirs de la République qui en ont la charge. Et il s'agit donc d'inculquer un patriotisme fervent aux jeunes générations, tout en faisant donc ce patriotisme, l'objectif derrière, c'est aussi de faire reculer l'idéal socialisme et l'aspiration à une société nouvelle, à l'exemple de la Commune de Paris. Parce que ça vient de... Voilà, 49, c'est consécutif à la période révolutionnaire, 48, 30, 32, 48 et 71 à la Commune de Paris. La famille sont dans cette continuité-là. Il s'agit que le peuple, il se rebelle un peu moins. Donc, il se rebelle un peu moins. Il faut le former, il faut l'instruire. On parle bien d'instruction. Parce que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Elle a commencé en 1898, vous voyez, donc début du siècle, ou en 1901, 1898, un peu avant, qui est fondée la première coopérative des idées. Et savez-vous, à l'initiative de qui
c'est la coopérative qui est à l'origine des universités populaires. Et c'est le premier grand mouvement à se réclamer explicitement de l'éducation populaire. Et les premières unités populaires, elles sont apparues au Danemark au 19e siècle, je ne sais pas si vous savez, enfin du 19e siècle, et puis elles sont développées en France autour de l'affaire Dreyfus, donc de 1895, 1905, 1906. Hein. Et c'est pendant cette période-là que se développent des universités populaires. Il faut que le peuple discute, débatte, réfléchisse. Et il y a Jean-Claude Richet, qui est un chercheur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, c'est la question de jeunesse, qui est vraiment un spécialiste, qui en 1901, on compte 124 universités populaires. Hein. Et à l'origine, il y a une vraie préoccupation. Il y a une phrase qui est dite à l'époque, c'est pour arracher les milieux populaires à la démagogie antisémite. Et par la diffusion de la culture, l'exercice de la raison à travers l'organisation de conférences. Et puis, il y a eu 200 universités populaires en 1903, vous voyez, et puis le mouvement, il s'éteint très vite. Et Charles Péguy, par exemple, il interroge et dit oui, parce qu'en fait, on amène comme ça une culture clairement dominante, une culture existante, et c'est très loin de la culture ouvrière, qui est un peuple qui n'est pas prêt, peut-être parce qu'il n'y a pas l'instruction nécessaire, et donc il y a une dissonance. Et puis, en 1930, on renoue avec le concept des universités ouvrières. Je vous pose la question, qui en 1930 a relancé, a initié les universités ouvrières? Vous savez, non? C'est le Parti communiste français. Hein, et c'est sous le patronage de Romain Rolland et d'Henri Barbus. Hein, et l'ambition donnée par le Parti communiste français en 1930, c'est donner l'ambition, c'est de participer au combat pour élever le niveau culturel des masses. Hein. On est bien un discours historique au sein du Parti communiste. Hein. Voilà, il faut s'éduquer, se former, et donc il faut éduquer les ouvriers. Et l'autre exemple, je prendrai l'exemple du droit syndical. C'est entre 1800 et 1870 que se créent les premières chambres syndicales ouvrières. Hein. Et pendant toute cette décennie, hein, les 70, elle est émaillée de grèves partout en France, de grèves, de luttes, de combats. Alors, j'ai noté, c'est des ouvriers typographes, les ouvriers fileurs à Elbeuf, les ouvriers menuisiers à Lyon en 66, les maçons en 70 aussi à Lyon. Au cours de laquelle les maçons, c'est les premiers qui disent on va constituer une chambre syndicale générale des ouvriers des industries du bâtiment. Hein. Et puis, il y a des sociétés qui se créent, la Société des ouvriers du monde, ceux de relieurs qui commencent à rédiger les premiers statuts. Et il y a plein d'exemples comme ça, de création de caisses de secours, de mutuelles ouvrières, de caisses de solidarité. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce qu'on vient de retrouver dans ce que nous on appelle l'économie solidaire, mais à la base, ce sont les travailleurs qui se réunissent, les ouvriers, parce que la question de solidarité, elle est essentielle dans cette période-là. On nommera ce mouvement-là, c'est celui qu'on va nommer du nom de solidarité démocratique. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors la guerre de 70, elle arrive là-dessus, ça porte un coup sévère à toutes les organisations. La Commune de Paris 71, massacre des ouvriers, beaucoup d'ouvriers impliqués dans ces constitutions d'embryons, etc. Et tout. Mais au-delà de ça, l'organisation ouvrière, elle s'est installée dans l'opinion publique, crédible. Il y a conscience de besoin d'une organisation ouvrière. Et la loi de 1884, qui donne droit aux travailleurs de constituer un syndicat, hein, 1884, elle sort de cette période-là. Elle sort après la Commune, tu faisais tout à l'heure référence à ces constitutions d'ouvriers, etc. et tout, ça vient pas de rien. Tout ça pour vous dire que quand quelque chose qui, dans les grands mouvements de société, en fait, le fait précède le droit. C'est d'abord l'action des peuples, des mouvements de masse, qui créent quelque chose qui à un moment sera institutionnalisé. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire que la question de ce qui va régir le droit des migrants, des travailleurs migrants, des personnes migrantes en France, dans lesquels la CIMAD, les mouvements Réseau des Sans Frontières, la Ligue des droits de l'homme, beaucoup des collectifs locaux sont impliqués dans l'accueil, etc. et tout, on est en train, en faisant tout ça, d'écrire ce qui sera peut-être le droit dans 20 ans. Et on est en train de constituer ce qui est pas un droit à l'habitat, pas un droit au logement, pas un droit à l'accueil, un droit à vivre dignement. Hein. Et il faut penser que ce que l'on fait actuellement, c'est pas rien. On est en train d'écrire une conscience populaire, on est en train d'écrire des manières de faire, etc. Et tout. Et ça, c'est très important. Et la loi est toujours postérieure à une série de pratiques et d'énoncés, et qui institue en amont le fait associatif.
Donc Jean-Baptiste Jobard, dans un magnifique petit livre là-bas que vous trouverez sur l'histoire des libertés associatives, il nous rappelle que dans son livre que la phrase de Jean Massé en 1880, si la nouvelle loi n'a pas encore été faite dans le Parlement, elle s'est faite en dehors. C'est vraiment important d'avoir ça dans sa conscience militante, que ce que l'on fait, c'est pas uniquement du travail du quotidien. On institue quelque chose et on fait masse avec tous nos autres amis, partout, camarades partout en France, dans les associations qui eux aussi mènent ces combats-là. Et ce sont, dans cette période-là, au XIXe siècle, des dizaines de milliers d'associations qui existent. Et l'enjeu de la loi 1901, c'est bien de constituer un droit, le droit de s'associer librement, sans autorisation préalable. Et dans tout ce tumulte de la fin du XIXe siècle, il y a des débats énormes partout, à l'Assemblée, dans la suite des lois adoptant le droit syndical en 84, la liberté de la presse, les sociétés de secours mutuels en 88 qui sont reconnues, et puis la liberté de la presse en 1881. Tout ça pour faire vivre ce qui était dans la déclaration de 1789, son article 11, qui évoque le droit et la liberté des expressions et des opinions. Vous voyez, on a une logique constante de la classe ouvrière et une logique qui dit Alors la loi 1900, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit une chose très simple, la loi 1900, j'ai dit l'article 1, 3 lignes. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un autre but que de partager des bénéfices. Voilà l'article 1. C'est pas compliqué. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'association est fondée sur une convention, donc ça s'appelle un contrat. On a envie de faire quelque chose ensemble, on signe cette convention. Et l'objet d'une convention, c'est écrit dans ce que je viens de vous dire, c'est de comprendre et d'agir. Les connaissances et les activités. C'est comprendre et agir. C'est ça une association. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que deux personnes suffisent pour créer une association. Deux personnes suffisent. Et l'objectif de l'association, c'est l'intérêt général. On prend par exemple une question comme celle de l'eau, le droit à l'eau dans les communes rurales, etc. Et tout, l'eau est privatisée par Veolia ou une autre grande société. Deux personnes qui font ce constat-là, ils disent, mais attends, c'est pas normal, c'est tout. On se constitue en association. À partir de là, on peut demander des actes à la mairie, on peut demander, les ne donnent pas forcément, c'est autre chose. On peut se constituer, on peut faire de la publicité, etc. On peut s'organiser, d'autres personnes peuvent nous rejoindre. On sort de l'action individuelle, la pensée individuelle que l'on a et tout. Deux personnes suffisent pour faire ça. Et puis, il est dit dès le départ qu'il n'y a pas de partage des bénéfices. On est bien dans le domaine de la non-lucrativité. Je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la marchandisation. Et depuis 1810, pourtant depuis 1810, donc là on est en 1800, depuis 1810, un article du Code pénal napoléonien prohibe toute association non autorisée de plus de 20 personnes. La loi à cette époque-là, c'est qu'on n'a pas le droit de s'organiser à plus de 20 personnes. Et je vous dis, il y avait des dizaines de milliers d'associations qui existaient, des associations de secours mutuels, on préfère au soulèvement de la terre, dès qu'on s'organise, on nous dit, vous allez voir, vous des sous, vous n'avez plus le droit, etc. et tout. Et franchement, le peuple, on va au-delà. C'est pas des choses qu'on va craindre. Et dans les années 90, donc avant la loi, il y a un accord politique entre les libéraux, les démocrates, les socialistes, globalement, même les militants révolutionnaires, plus à gauche. Il y a un accord sur le fait que cette loi, il faut rétablir. Et pourtant, en 1882, Valdez Grosso rédige le premier projet de loi pour la liberté des associations. 1882. Vous voyez, 84 pour les syndicats, 88 le secours mutuel, liberté de la presse. Après, postérieurement, premier projet de loi. Il y a eu, entre 1871 et 1900, il y a eu 33 projets de loi, de décrets pour instaurer la liberté de la presse. Des associations. C'est quelque chose, autant de débats qui sont perdus, abandonnés, on ne trouve pas, etc. Et on peut se poser, mais comment ça se fait alors que c'est parce qu'en fait la question associative, c'est ce que j'essaie de dire ce soir, elle est éminemment politique. Et on veut nous faire oublier la profondeur politique du sens de notre mouvement associatif. On aura bien des prestataires de services, ce que j'ai déjà dit, etc. Et quelle est la question politique qui fait que pour adopter une loi dans le texte, dans sa forme, avoir une majorité, sur quoi il faut négocier, même si globalement on pense qu'il faut y arriver.
Il y a 3 enjeux majeurs, et qui sont les enjeux contemporains d'aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est en 1890. D'abord, il faut bien définir quel est le rôle et la place des associations dans la société. Et les partis politiques, quelle est leur contribution aux grands enjeux sociaux auxquels elle va répondre. Mais les partis politiques, dont l'enjeu, c'est d'exercer le pouvoir. Quand on exerce le pouvoir, on ne tient pas forcément à avoir des gens qui vont nous dire ce qu'il faut faire. Donc, quelle place on assigne à une association qui va nous permettre quand même de posséder, de diriger, de ne pas se faire déposséder de ce que l'on veut faire. Donc, chaque fois qu'une collectivité, une mairie par exemple, change de bord, par exemple, et tout, les MJC à sauter comme alors là, on peut craindre tout. Parce qu'à de seul coup, il y a un regard, mais eux, ils font quoi? Ils nous ont contesté avant, ils ont critiqué, etc. Il y a une fragilité terrible de ce secteur. Donc c'est extrêmement politique de dire, d'accord, on reconnaît, mais il faut qu'on limite. Alors, je passe sur le côté des condamnations religieuses, tout ça et tout, c'est réglé un peu dans le 1905, etc. et tout, mais c'est dans le débat de 1901. Hein. Qu'est-ce qu'on fait des condamnations religieuses? Qu'est-ce qu'on fait des actions à but politique, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les autorise? Deuxième question, donc, c'est la question de l'ordre public. On a plein de droits avec la loi sécurité, la loi séparatisme. Cette question, elle est très présente, parce qu'on est dans une question de révolutions qui sont très présentes, 30, 32, 48, la commune, et puis des grèves, j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que j'ai sauté le passage où les révoltes des canuts en 31 et 34, qui sont des... Voilà. Et donc, les activités, les groupements d'associations, comme les syndicats, par exemple, et tout, ils sont toujours suspects. Suspects d'atteindre au droit, contester le droit, de ne pas respecter les terrains et tout. Donc ça pose une vraie question, parce que la vérité du jour, elle est présentée comme immuable. La République a une vérité immuable. Donc si on la conteste, alors on sort du cadre de la loi. Et puis de façon concomitante, au début du siècle, la question démocratique, elle est toute nouvelle. Le suffrage universel, la représentation du peuple, la représentation nationale les interroge réellement sur l'influence que pourraient avoir des associations organisées qui, d'un seul coup, entraveraient, eux, leur expression, parce qu'il se trouve que les associations, elles sont écoutées par le peuple. Quand elles débattent, quand elles se réunissent dans des cercles, dans des clubs, etc., et tout, ils émettent des idées, etc., et les politiques, ils y sont pas. Donc, il s'agit d'empêcher que se constitue un État dans l'État. C'est ça qui est en jeu. Et donc, ce qu'il s'agit d'empêcher, c'est l'organisation d'une action collective organisée. Et en plus de ça, non seulement organisée, mais bien souvent auto-organisée, en dehors d'un cadre, etc. Et, un corps vivant dans la société, qui pense, qui s'exprime, et ça, pour les gouvernements, c'est très difficile. Alors, parvenir à légiférer, donc c'est très compliqué, de tout ce temps qu'il faut prendre, il faut négocier, etc. Et puis, ils ont un problème, ça c'est pour la boutade, à l'époque, il n'y avait pas de 49.3. Donc, bon, voilà. Bon, je pense que c'est comme avec les bonnes. Bon, et alors qu'en fait, la loi 1901, vous voyez, la phrase que j'ai vue tout à l'heure, elle n'a aucune vertu révolutionnaire en soi. C'est pas une phrase qui dit on va les brûler, se tirer les têtes. Il n'y a pas de truc, il n'y a même pas de renversement d'un ordre économique établi, il n'y a même pas ça et tout, c'est juste on se constitue. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces 20 années de propositions, contre-propositions et tout, c'est le débat qu'il y a dans la société qui est important. Dans les lieux officiels, les parlements, les assemblées, dans les lieux officiels, les clubs, les bars, les groupes, les pas de famille et tout, où on parle de la question associative et commence à faire son chemin. On sort de l'invisibilité, le fait associatif. Et ça, c'est une question importante. Et puis, la loi 1901, elle donne la possibilité de se constituer en association, et enfin pas d'obligation, mais elle donne cette possibilité. Rien que ça. Ça fait que dans un espace, on se dit, bah alors, et si on faisait une association? Oh non, parce que si on rentre dans la construction. Et quand on se penche sur cette histoire du droit de l'association, et ça sera ma troisième partie, ça va aller un peu plus vite, on découvre en fait une histoire complètement liée à l'histoire du droit des associations. Je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'éléments là-dessus. C'est que parallèlement, on travaille l'histoire de la restriction des libertés associatives. Les deux sont complètement concomitants, en permanence, les lois construisent et détruisent. Et cette histoire, elle n'est pas de 1901. Elle trouve ses origines dans l'histoire de la Révolution française et dans le foisonnement du mouvement qu'on appelle le mouvement associationniste du 1er 19e siècle, de cette première moitié. Durant les 2 siècles qui ont mené de la Révolution française, en gros, du siècle à la loi 1901, la question du contrôle des corps intermédiaires, si je veux dire,
prédominante. Elle est prédominante, elle est constante. Et c'est encore un des débats aujourd'hui. Comment est-ce qu'on contrôle les associations? Comment est-ce qu'on contrôle l'esprit critique, la parole, etc. Mais quel est ce contexte? 1789, la Grande Révolution. Révolution de liberté, d'égalité. Peut-être des historiens dans la salle qui diront, mais la réalité c'est qu'en 1791, 2 ans après, la loi Le Chapelier, qui est la loi issue, qui défend le programme de la Révolution, interdit tout rassemblement, corporation ou association d'ouvriers. C'est la Révolution française qui crée l'interdiction d'association. Au nom de quoi? Au nom du fait qu'il ne saurait y avoir aucun corps intermédiaire qui s'interpose entre l'intérêt général, celui de la Révolution, porté par la Révolution, et l'intérêt privé, celui de la personne, l'intérêt individuel qui doit pouvoir développer son travail, vivre, etc. Et la Révolution dit non, il ne peut pas y avoir un intérêt d'une corporation qui va venir agir contre peut-être le projet de la Révolution française. C'est donc au nom de la liberté d'entreprendre qui garantit la liberté de travail et la libre concurrence qu'on interdit le droit de se constituer en association. En fait, il faut bien comprendre que l'initiative populaire, alors, c'est pas forcément marxiste ce que je vais dire, ni jaurésien et tout, mais la révolution populaire, enfin, elle porte en elle les intérêts de la bourgeoisie. Ça, c'est la conception marxiste et jaurésienne. Mais si elle porte les intérêts de la bourgeoisie, il ne faut pas pour autant occulter les révoltes paysannes, les sans-culottes, vous savez, avec le pantalon de rayures, qui prônent une démocratie directe. C'est aussi donc tout ce travail dans des clubs, le club des cordonniers, le club des jacobins par exemple, les sociétés fraternelles, les assemblées de section, partout qui se constituent. Et il s'agit pour le peuple dans tous ces espaces-là, tout simplement de réclamer des droits, de réclamer d'ailleurs un droit, le droit d'exister. Je parlais des canuts tout à l'heure, c'est quoi? C'est les prix et le contrôle des prix des marchandises et le contrôle des salaires des ouvriers. C'est ça les canuts. Et le droit de se constituer une association pour agir sur les prix, par exemple sur les matières premières. Alors, opposer au despotisme royal et au pouvoir sans limite la reconnaissance d'un droit naturel attaché à la personne, c'est pas une mince affaire. Et attacher ce droit à un groupe qui s'organise, ben c'est clairement un problème pour la Révolution, dans cette période. Et c'est... Alors, une personne qui a aidé à penser ça, il s'appelle Pierre Leroux. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Leroux. Pierre Leroux, c'est un ouvrier typographe. C'est le précurseur de ce qu'on appelle le socialisme mutualiste et associationiste. Pierre Leroux, c'est la première personne qui a théorisé le socialisme. Ouvrier typographe, député, il fonde le journal Le Globe, il côtoie les milieux saint-simoniens. Alors les milieux saint-simoniens, c'est les milieux associatifs qui prônent la liberté d'entreprendre. Qui prônent, alors eux, ils ne prônent pas le savoir du peuple, ils prônent le savoir des sachants, et parce qu'il y a des personnes qui savent et tout, qui vont développer l'industrie des terrains et tout, que le peuple va, par ruissellement peut-être, mais c'est un mouvement associationniste. Pierre Leroux y va un petit peu, il ne trouve pas tellement son aspiration à la démocratie dans ce mouvement-là. Il dit, je vais aller voir ailleurs. Hein. Et il reprend donc à son compte l'idéal d'une société socialiste. Hein. Mais il dit, cette société socialiste, elle ne doit sacrifier à aucun des titres de la République la liberté, l'égalité, la fraternité. Hein. Et lui, d'ailleurs, il dit, il faut mettre la fraternité au centre. Il faut dire que c'est la fraternité qui est le centre du reste. Là-dessus, il n'a pas été suivi. Hein. Et également... mais c'est pas un doux rêveur, vous voyez, il côtoie le mouvement saint-simonien, il a une vision, il défend la liberté d'entreprendre, il s'oppose au despotisme, mais il prône totalement cette liberté d'intervenir et de démocratie, et il nomme ça donc, la solidarité démocratique, celle qu'on a dans les clubs, je vous en ai parlé, les clubs, les foyers, etc. Là où vous avez les caisses de secours mutuels, là, quand il y a après un accident dans les mines, et tout, des morts et tout, des caisses de secours qui vont permettre d'aider les familles. On a encore ça dans les syndicats aujourd'hui, hein, les caisses de grève, ces caisses-là. Hein. Et puis, il prône le droit de s'associer et le droit de revendiquer. Et donc,
En ce début du XIXe siècle, on est en pleine période d'industrialisation. Machines-outils, métiers, chemin de fer, métiers à tisser, nouvelles sources d'énergie qui apparaissent. Et cette période, elle va de pair avec un accroissement des richesses. Et elle va de pair avec une exploitation des travailleurs. Plus en tant qu'individu, mais en tant que classe davantage, parce qu'ils sont dans des entreprises plus grandes. Et c'est dans cette période, donc toute balbutiante, que le chapelier est une loi pour interdire le droit de s'associer. Le code Napoléon, je vous en ai parlé, qui prohibit de tout droit d'association de plus de 20 personnes, que se font des clubs politiques. Et il faut savoir que c'est qu'en 1864 qu'une loi qui s'appelle la loi Olivier abolit le délit de coalition. Alors je lis les dates dans tout le désordre, je le perds complètement. 64 c'est par rapport à ça, etc. C'est en 67 que les coopératives ouvrières sont autorisées. C'est en 1868 qui, sans reconnaître vraiment le droit d'association, il y a une loi, un décret qui reconnaît le droit de s'associer, mais à condition que ce n'est pas de caractère politique. Et puis, en juin 1880, ce droit il est élargi jusqu'au droit de 84 et 88, dont je vous ai parlé, liberté syndicale, secours mutuel, et puis la liberté de la presse après. Mais Michel Ayot-Charcet, qui est une historienne, elle nous dit que plus que jamais, le travail devient la préoccupation des travailleurs eux-mêmes dans cette démarche-là. Et le mouvement associationniste dont je vous parle, c'est ce caisse de secours mutuel, vous savez, c'est ce qui a donné naissance aux bourses de travail, c'est ce qui a donné... il se développe pour combattre les inégalités les plus criantes, souvent les plus sanglantes. Je vous ai parlé de la révolte des Cladus en 1931 et en 1934, ce sont d'abord des luttes de survie. On ne va pas se faire tuer parce qu'à un moment, il faut faire avoir le droit des travailleurs. Et cette longue organisation du début du XIXe siècle dont je vous ai parlé, elle articule, tout ce mouvement, il articule les enjeux. C'est ensemble, politiques, économiques et sociaux, les enjeux de société. Ils sont pensés ensemble au sein de l'association. On est bien loin aujourd'hui, c'est pas ça. On assigne l'association à une place du social. Les enjeux ne sont pas pensés séparément. Et Jean-Louis Laville, qui est un auteur avec qui on travaille beaucoup, qui a aussi un titulaire de la chaire au CNAM, de la chaire économie sociale et solidaire, il écrit dans un de ses nombreux livres que la solidarité démocratique se caractérise d'abord par l'action collective basée sur un principe d'égalité entre les personnes et sur la réciprocité. C'est un lien volontaire entre citoyens libres et égaux. C'est comme ça qu'il en parle de cette solidarité démocratique. On a fait une toute petite aparté quand on parle d'aide alimentaire, par exemple. L'aide alimentaire, elle n'est pas basée sur un lien d'égalité. Elle est basée sur un lien de distribution de personnes qui doivent demander, même justifier de leurs besoins, parce que, voilà, on en passe. Donc, on a fait très récemment une conférence sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est autre chose, travailler sur la sécurité, un droit pour tous, et pas pour ceux qui ont besoin. Un droit pour tous. Et là, c'est là que se noue, je vais revenir au lien avec le début, c'est là que se noue vraiment la question dont je vous parle, c'est que là, on assiste à un basculement. Développement de l'industrie, société plus grosse, des capitaux qui se dégagent, une société qui prospère. L'État peut organiser lui-même cette solidarité en lui donnant le groupe social. C'est-à-dire que sur cette période, à l'opposé de la solidarité démocratique, apparaît un autre concept, celui de la solidarité philanthropique. On a parlé au début sur les dons, mécénat, etc. Finalement, l'entreprise produit à des moyens, et bien, c'est toujours les charity en Angleterre, vous savez, c'est système de charité, on va pouvoir donner aux pauvres. Parce qu'il y a l'appareil productif, le progrès, l'industrialisation fait qu'aujourd'hui on peut donner. Et cette solidarité philanthropique, elle s'intitule, et c'est un monde dans lequel les riches dominent. En acceptant, je dirais, parce que c'est vraiment, moi je pense toujours à ce concept d'hégémonie culturelle de l'anarchie, c'est par moment il y a des choses qui prennent place dans la société. Oui, la philanthropie c'est bien, les riches et ordonnaires, regardez récemment. C'est un changement d'époque. Après 1848, on assiste à un changement d'époque.
L'exploitation des travailleurs devient une source d'accroissement des richesses et appelle une nouvelle organisation du travail. Les inégalités se creusent. Et la grande bourgeoisie y apporte cette réponse, charité et philanthropie. Et avec ça, on canalise des révoltes, on donne à manger minimum, on crée des aides alimentaires, on crée, voilà. Et ça participe à une stratégie des élites pour perpétuer l'ordre économique. Pas se tromper. On n'est pas dans la révolution. Vous voyez la rupture qui a amené, de ce début du siècle, des luttes d'ouvriers et de travailleurs qui s'organisent pour défendre des droits sur un principe d'égalité et qui se font massacrer pour ça, quand reste qu'à un moment, eh bien, oui, c'est ça, le capitalisme, il est toujours organisé pour nous dominer. Hein. Et donc, voilà pourquoi on dit que l'association est éminemment politique. Ce qu'on ne perçoit pas forcément quand on est militant, entre autres militants politiques, par exemple. Moi, j'ai entendu dans des assemblées en université d'été, par exemple, de grands partis politiques, alors aussi bien à la France Insoumise qu'au Parti communiste, je ne le cache pas, cette idée vraiment que l'association elle est formidable. Il faut qu'on dise à nos militants qu'ils aillent dans les associations. On n'a pas besoin. Hein. Ils y vont s'ils ont envie dans leur projet de vie, des choses et tout. Nous, ce qu'on a besoin que vous nous disiez en tant que parti politique, ce que vous nous apportiez, c'est que vous allez vous engager à défendre le droit associatif, défendre les libertés. C'est là-dessus qu'il faut intervenir, faire des projets de loi, etc. et tout, pour défendre des associations. Si après les militants sont dans le secteur associatif, tant mieux pour eux. Hein. Le récit dominant nous présente l'économie marchande, pour reprendre, et l'appropriation des richesses par une oligarchie comme la matrice unique de la société. Voilà dans quoi on est. Il y a une matrice, c'est l'économie marchande qui domine la société. De fait, elle nie tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle peut-être l'économie sociale et solidaire, l'économie solidaire, mais qui se traduit par les coopératives, les mutuelles, le marché de la réciprocité, le marché domestique, tout le travail qui se fait dans une maison, qui n'est jamais rémunéré, qui pourtant il y a du travail, et si on devait le faire payer par quelqu'un, ça coûterait. Et quand on parle de ces questions-là, bien sûr, on fait souvent référence au travail des femmes dans l'histoire. Aujourd'hui, ça a changé, tout ça, fort heureusement. Ça occulte, donc en fait, il y a tout un récit qui est occulté, et ce récit qui est occulté, c'est le récit que prennent les associations dans la société sous forme d'une action politique organisée, massive, qui émet des propositions, qui conçoit un projet de société. Ça, on le renvoie à des associations qui sont réparatrices, des sparadraps. Comme ils disent en Belgique, non seulement on est des sparadraps, mais maintenant les sparadraps ne collent plus. Hein. Voilà. Et ça renvoie au récit néolibéral. Donc là, vous avez affaire à l'université populaire sur le néolibéralisme. Vous l'avez peut-être déjà fait, quand j'ai lu Bernard Friot, tout ça sûrement. Mais qui renvoie de la même manière les réponses à la crise écologique, à toujours plus de croissance, toujours plus d'exploitation. Hein. On parle de capitalisme vert, on parle, voilà, un total, ben si, il faut comprendre dire avec quoi vous allez rouler si on ne produit plus, etc. Ça, c'est un sacré truc, c'est dans le Parti communiste, la question du progrès, enfin de la productivité, c'est pas réglé, hein, cette question-là. Hein. Avec les copains qui sont à la section économique, sociale et solidaire du Parti communiste, avec des gens comme Jean Seff, par exemple, ils n'ont pas les places de choix à la fête de l'UMA. Hein. Parce que c'est des questions qui se disent beaucoup, c'est quoi le rapport à la croissance, par exemple, hein, comment est-ce qu'on pense ces questions-là. Et puis, donc voilà. Donc, l'enjeu est fort. Dans le scénario libéral, le social est soumis à la productivité et à la redistribution des richesses au nom du marché, au nom de cette main invisible. L'idéal progressiste, lui, il faut qu'il se mobilise pour défendre un autre scénario. Et cet autre scénario, premièrement, c'est pas à travers des programmes qu'on est d'accord. Fut-il le meilleur programme, celui de la France Insoumise, ou l'autre meilleur programme, celui de l'Avenir en commun, voilà. On peut avoir des magnifiques programmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en premier, on parle à des personnes, à des gens. Les électeurs, avant des électeurs, c'est des personnes qui s'ouvrent leur chair, qui ont leurs choses et tout. Il faut, comme on dit des fois, les toucher, leur parler à leurs émotions, à leur personnalité. C'est ce qui se passe dans beaucoup de questions autour de l'aide alimentaire, par exemple, et tout. Il y a des personnes qui parlent, mais pas que dans la redistribution. Il y a beaucoup de choses à penser. Il faut donc renouer avec des espaces de construction de ce scénario, peut-être que devrait, moi je prône à ce que redevienne le mouvement associationniste du XXIe siècle. Voilà, donc notre histoire contemporaine, je termine là-dessus, celle des atteintes aux libertés associatives, qui se résume autour de ce triptyque, pour moi, instrumentalisation, marchandisation, financiarisation et puis liberté associative.
Ça vient pas de rien, ça vient d'une histoire, il y a un sens. C'est pas pour rien que les associations sont réprimées. C'est pas pour rien que la presse est réprimée aujourd'hui. C'est pas pour rien que. Hein, c'est parce que derrière, il s'agit pour la grande bourgeoisie, pour ceux qui nous dominent, le grand patronat, les hommes aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu de terme d'oligarchie, l'oligarchie financière, et là on va les politiciens. Eh bien, c'est même plus que des valets, hein, mais c'est des acteurs. Il faut appeler à repenser un autre récit, celui de la solidarité démocratique, et sortir les associations, et je terminerai sur cette phrase, de l'invisibilité et du mépris dont elles sont victimes. Je vous remercie. Ah oui. Nous avons fait une collecte à Cultura. Bon, j'ai été, c'est vrai que je l'ai faite, mais j'étais un petit peu écœurée quand même. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a Cultura, enfin, d'abord, je me suis aperçue que la collecte, que ce soit Carrefour ou Cultura, ce sont les gens qui viennent acheter, finalement, qui augmentent les bénéfices, en tout cas les ventes de ces sociétés, enfin, que ce soit Cultura ou autre chose. Hein. Finalement, ils avaient des produits d'appel pour que les clients achètent un peu plus pour nous. Bon. Et au bout du compte, ils nous ont quand même demandé chaque soir de peser ce qu'on avait acheté, ce que les clients nous avaient donné, leurs clients nous avaient donné. Et ça, c'est centralisé au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a un contrat, enfin, il y a quelque chose entre Cultura au niveau national et le Secours populaire. Et après, toutes les PD du Secours populaire ont fait des collectes de Cultura et tout a été pesé et tout est remonté là-haut. Je me suis dit, mais quand même, certains nous prennent vraiment pour des cons. Enfin, on a distribué des tracts pour que les gens nous achètent des choses pour le Secours populaire pour après distribuer à nos bénéficiaires. Hein. Et donc les gens, ils ont vraiment joué le jeu parce qu'à la finance, la Cultura, on a récolté beaucoup de choses. Ça a été un grand succès. Ah mais j'étais particulièrement écœurée. Alors Carrefour, c'est exactement pareil, sauf qu'eux, ils ne nous demandent pas de peser quand même. Alors, je vais dire pourquoi, si tu veux. Contre impact social apparaît un mot que vous avez trouvé partout, maintenant aujourd'hui, c'est la notion d'impact social. Impact environnemental, impact social. Ces mots-là, on les trouve partout, on calcule sa mesure d'impact. Et donc au niveau du gouvernement, les grandes entreprises, elles déclarent, se déclarent au nom de la responsabilité sociale environnementale des entreprises, la RSE. Hein. Elles développent comment s'appelle, les entreprises à mission qui développent une mission pour l'entreprise, une mission environnementale, et donc derrière ils doivent rendre des comptes pour les actionnaires, pour l'État, pour faire valoir qu'effectivement ils distribuent, ils répartissent etc. et tout. Donc c'est-à-dire se centraliser, d'ailleurs c'est aussi pour obtenir des financements, je vais dire, ou pour obtenir des labels. On dire des labels, on se verdit, on se bonne conscientise. On pourrait donner tout. Moi, par exemple, moi, vous, je suppose, quand on donne, on donne. Hein, voilà, on ne va pas tenir un cahier avec tout ce que j'ai donné dans l'année pour dire à la fin, regardez tout ce que j'ai donné dans l'année. Oui, ils le font. Donc c'est pour ils profitent de la misère, quoi. Tout à fait. Et de la misère tout à fait. Et de la bonne volonté des bénévoles. Du président du mouvement Impact de France, d'ailleurs en se faisant virer de mouvement qui s'appelle l'ESS France. Parce que, ils sont en train de jouer pour déréglementer la loi de Hamon pour faire rentrer encore plus l'entrepreneuriat social dans les labels d'économie sociale et solidaire. Et pour appuyer, il a fait rentrer, je vais vous donner deux noms de groupes qu'il a fait rentrer avec lui au conseil d'administration, Doctolib et KPMG, le groupe bancaire d'Utah qui fait toutes les malversations financières, enfin qui est le grand évaluateur national de toutes les mesures, etc. Un gros système, un gros groupe bancaire, qui rentre au conseil d'administration du mouvement qui est censé être un mouvement d'économie sociale et solidaire. Mais il appelle le mouvement Impact France, c'est pas pour rien, et c'est ça qui a le fond. Et alors, comble de l'hypocrisie, Cultura a une fondation qui vise à promouvoir la culture populaire. Ouais. Alors là, j'ai halluciné. Et tu sais qui est-ce qui finance à hauteur de 60% cette fondation? Non, je ne sais pas. Ah, c'est toi. Oui, vous pouvez déduction d'impôt. J'avais une question, c'est juste que moi il me semble que le mouvement associatif doit être refondé comme totalement. Il y a un dévoiement évident entre les associations qui sont, que moi j'appelle les vraies associations, et tout un certain nombre de délégations de services publics au service des grosses associations qui derrière font autre chose que du véritable mouvement associatif. Je pense à tout ce qui relève du handicap, à tout ce qui relève des personnes âgées.
enfin, en gros, toutes ces associations autour du social, qui en plus ont des fois des doubles perversions, parce qu'elles se disent associations d'usagers, mais gestionnaires de services, avec comme l'APF, comme l'API, comme d'autres. Donc elles siègent dans des commissions ou dans des endroits, ou même y compris au Parlement, quand elles sont auditionnées, soi-disant en défense des usagers ou des personnes accompagnées, mais en même temps, elles gèrent des établissements dans lesquels, là pour le coup, on a un véritable dévoiement financier, puisque si je prends que le département des Pyrénées-Orientales, on a 7 grosses associations qui ont toutes des directeurs financiers, des directeurs généraux, des directeurs d'établissement, avec des taux de salaire qui font frémir. Des avantages en nature, voiture de fonction, carte bleue, je vous en passe les meilleurs. Tout ça sur le dos du contribuable quand même, et sur le dos essentiellement de l'usager, de la personne qui est accompagnée. Donc je pense qu'effectivement, le mouvement associatif, et je rejoins tout ce que vous avez pu présenter, d'intérêt de ce mouvement, de toutes ces choses-là, mais là, depuis une quarantaine d'années, on a un véritable dévoiement avec toutes ces associations, comme SOS, comme d'autres. Encore que SOS, elle a l'avantage de ne pas dire qu'en plus elle défend les usagers. Au moins elle est claire, elle défend son portefeuille. Mais toutes les autres, c'est pire, parce qu'elles ont deux volets et elles prennent la parole en permanence au nom de tout ça. Bon, moi, je suis issue du mouvement associatif, hein, j'y ai travaillé toute ma carrière, quasiment, j'étais présidente de grosses associations. Voilà, j'ai découvert, en étant justement présidente, tout un certain nombre de dévoiements. Et moi, je suis très choquée qu'on continue à appeler ces associations des associations de 1920. Alors, je ne sais pas si c'est de l'entrepreneuriat qu'il faudrait les mettre comme entreprise. Je ne suis pas sûre que ça devrait fonctionner. Mais il faut trouver un modèle intermédiaire qui ne soit pas la loi 1920, parce qu'elles n'ont plus rien de la loi 1920. Donc, en tout cas, sur cette question, alors, tu sais, je ne sais pas, on est bien au courant que ce qu'on donne le mouvement associatif, on met des lettres majuscules, c'est l'organisation qui représente 60% à peu près des associations en France, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de coordinations associatives, qui va, nous ce qu'on connaît, les mouvements d'éducation populaire, les JC, foyers ruraux, etc., qui mènent un nouveau terrain, mais aussi tout le champ médico-social, tout le champ du sport, le champ de la générosité. Il y a des grandes coordinations. Alors, vous doutez, quand nous, on discute avec les responsables du mouvement associatif nationalement, et qu'on parle par exemple des contrats impacts sociaux, etc., et tout, ils nous disent, écoutez, tous les gens en face de nous, et les générales, tout disent, ouais, on partage comme nous, on partage comme dans vos analyses, mais nous, dans nos membres, dans le champ du médico-social, quand on parle de tarification à l'acte, là, dans le champ, là, on est face à des entreprises associatives. Elles sont associées comme support, mais ce sont des entreprises qui ont pour objectif de dégager des résultats. Il n'y a pas d'autre. Et les bénévoles n'ont aucun. Et les bénévoles, on va même dans les petites annonces, il y a une plateforme qui s'appelle Je veux agir, qui est une historique du gouvernement autour de la simplification des associations, dans laquelle on voit des annonces, telle association, 13 salariés, je cherche président. C'est donc bien qu'on cherche vraiment un président, homme de paille ou femme de paille pour avoir un nom. J'ai vu ça, j'ai mort de rire. Alors après, où je mitigerai par deux choses. Alors d'abord, ce que tu décris, je ne vais pas parler, c'est le quatrième terme, c'est le terme de managérialisme. On emmène les associations à répondre aux appels d'offres, des appels à projets, à répondre à des dossiers de plus en plus complexes. À la tête de ces associations, on va chercher à recruter des délégués généraux qui vont être des gens qui viennent du privé, qui viennent pas de l'association. Parce que des gens qui vont être capables de remplir des dossiers, garantir, sécuriser l'État ou les régions ou les villes sur les constitutions de dossiers, sur la mise en œuvre des actions. Ce qui fait que même moi, dans mon réseau des MJC, quand j'étais à la Fédération française, à un moment, on a recruté un délégué général, alors il venait de la Croix-Rouge, je crois que c'était un bien. Et en fait, d'une part, c'était un voleur, ça, c'est autre chose, au sens propre du terme, mais c'est quelqu'un qui, à un moment, a dit attends, moi je suis là pour prendre la fédération. On va restructurer. Restructurer, s'il n'y aura pas les marges, gagner les marges, les frais associatifs, etc. Alors c'est vrai qu'il y a donc tout ce phénomène du managérialisme qui vient de l'instrumentalisation, qui vient de la marchandisation. Et à un moment, des associations n'ont pas d'autre
pour organiser et répondre à des commandes publiques au niveau d'une région, sur la protection de l'enfance, sur des questions comme ça et tout. Aujourd'hui, ce sont des entreprises dans lesquelles les salariés sont malmenés, sont en souffrance. Parce qu'en face, heureusement, ils ont des syndicats, ils s'organisent. Mais c'est ça la réalité. Après, ce que je dis, c'est que depuis que nous, on a créé le collectif des associations citoyennes, alors, il y a 10 ans, on regardait comme ça, etc., comme la force qu'on représente avec quelques noms de mouvements que je l'ai dit tout à l'heure, qui sont du CAC et tout, on se dit aujourd'hui, on est dans imaginez une course de 100 mètres. On est plein d'associations côte à côte. Ici, il y a peut-être des gens à la CIMA, de Secours Populaire ou d'autres associations. On est dans plein, et en fait, on court côte à côte. Et jamais on parle entre nous. Alors qu'en face, on a un ligne d'arrivée, on a le système néolibéral en face de nous. Tous, on a un mur, on a tous le même système en face de nous. C'est ça l'origine du collectif des associations citoyennes. Et depuis que nous, on s'est créé, que maintenant, on intervient, on est invité, on se fait connaître, nos amis du mouvement associatif, ils disent nous, on ne peut pas le dire comme ça parce que je n'ai pas le mandat, mais ce que ça nous fait du bien, vous le disiez. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas ce mandat. Donc, oui, notre collectif, on dit clairement, on s'est créé pour lutter contre le néolibéralisme et le système marchand dans le domaine associatif. Et donc, on est un mouvement politique, on peut l'exprimer tel quel, et on le donne en outil à toutes les associations qui veulent s'en emparer. C'est ça. Maintenant, oui, il y a des grosses associations. Est-ce qu'il faut d'autres lois? Moi, je dis il faut la loi 1901 parce qu'on n'arrive pas à la réformer. C'est une loi qui protège, qui donne un droit. Et à côté, il faut les associations citoyennes. C'est un concept qu'on essaie de faire comprendre pour dire c'est quoi, vous, à l'UPTC, vous êtes une association. Vous avez parfaitement le droit de vous déclarer de vous-même association citoyenne. Vous adhérez au CAC en tant qu'association, c'est un libre droit. Vous paierez 20 €, 30 €, on donne ce qu'on veut. Je sais que tu es adhérent à titre individuel, et l'UPTC, parce qu'on veut recréer tout ce réseau local. Qu'est-ce qui se passe dans les départements? On vient de recevoir notre première lettre à direction des adhérents locaux et associations locales. C'est pas au grand réseau. Et quand on parle d'NJC, c'est une grande fédération, mais ce ne sont que des associations locales, les NJC. C'est ça d'abord, les foyers de jeunes travailleurs, ils sont là, sur le terrain. Et on dit, on a besoin de savoir ce qui se passe. Nous, on a besoin de savoir ce qui se passe à Perpignan. Et ce qui se passe dans vos départements. Donc on a besoin, c'est pour ça qu'on a envoyé, on a besoin de dire, tiens, moi dans le département, je veux bien être, on ne dit même pas correspondant local, on dit une personne, ce qui se passe, les relations avec la ville, tous les distorsions d'action publique, etc. On a besoin qu'on nous remonte de toute la France tout ce qui se passe. C'est quand on s'est créé dans les 5 ans après, dans les années 2015, quelqu'un nous a dit un jour, moi j'adhère au CAC parce que vous êtes le syndicat de petites et moyennes associations. Vous nous défendez. Et une association qui est dissoute, par exemple, une association qui est attaquée, comme la MJC d'Albi, où je suis allé à la dernière Assemblée Générale, par exemple, il y a 1 an et demi maintenant, après 60 ans de l'histoire, ils ont été tués en une année d'une manière ignoble. Je pourrais vous raconter, tout le monde pleurait à l'Assemblée Générale. J'ai été invité, je pleurais avec tout le monde, et en fait, que vous sachiez, par exemple, nous, pour ces associations, on a créé, avec beaucoup d'autres acteurs, un guide d'autodéfense des associations au milieu civil. Qu'est-ce que l'on fait quand on est attaqué? Et en 4 points, parce qu'en fait, on ne peut pas tout réinventer. On est attaqué, on prend plein la tête. On est mort, on peut avoir un huissier qui débarque, un truc dans le journal, scandaleux, qui nous accuse, il faut se défendre. On peut pas, on en meurt et on peut... Donc on a créé un guide, vous suivez la méthode, on a une méthode. Publiciser, faire connaître, à qui on écrit, à qui on communique, etc. et tout, générer la solidarité, etc. On a créé un petit guide d'autodéfense, il est téléchargeable sur un site qui s'appelle lacoalition.fr. La coalition pour les LA, c'est liberté associative, avec la Ligue des droits de l'homme, avec toute une série de réseaux de mouvements. Donc en fait, en tant qu'association, il faut se défendre, et là je lance un appel, on va avoir besoin un moment de personnes. Et puis si on veut, et puis personnes qui adhèrent, des personnes qui rejoignent le mouvement pour, voilà, je vous dis comme ça, moi j'ai un petit feuille. On pourra discuter à table. Excusez-moi, je parle sans micro. Moi, la question que je me pose depuis très longtemps, puisque je suis assistante sociale, donc j'ai côtoyé énormément d'associations qui s'occupent en particulier, qui travaillent dans l'enfance, mais aussi dans le handicap. Est-ce que ce n'est pas la problématique initiale, ce n'est pas le désengagement de l'État qui, du coup, délègue aux associations les missions de service public, plutôt que de la place des associations qui grossissent et qui, du coup, prennent des allures d'entreprise. Voilà.
est-ce que le début du problème, c'est pas une histoire de place de chacun et de mission de chacun qui se désengage et qui lâche. C'est plus facile de donner une subvention et de dire faites comme ci, faites comme ça, et puis à un moment donné, quand on a plus envie de faire, on cherche la subvention et le problème est réglé, plutôt que d'avoir un service public qui doit fonctionner et qu'on doit alimenter. L'État, pour moi, il est évident, c'est un constat, on n'invente pas. Il se manifeste à travers deux choses, on dit peut-être une diminution des subventions d'État et tout, mais surtout, la caractère fondamentale, il est autour de ce qu'on appelle un État managérial. Et, alors en fait, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale par un groupe, le groupe des populaires la semaine dernière, c'est Daniel Simonet qui préside ce groupe-là, de toute tendance, etc. et tout, et c'est sur le projet de loi de finances 2024. Et sur le projet de finances 2024, on a fait une étude, moi j'ai fait une étude sur, si je comparais pas avec 2023, avec 2020, quelles sont les permanences, quels sont les changements, etc. Quand on voit une augmentation énorme, presque doublée du budget, qui s'appelle Action associative et éducation populaire, la jeunesse. Presque doublée. Ah oui, mais attention, service national universel, 30 millions d'euros en 2020, 160 millions d'euros en 2024. Un projet qui s'appelle un jeune, le mentorat, un mentor, un jeune, 32 millions d'euros au budget. Il faut voir ce que c'est, hein, si tu connais un peu. Le projet qui s'appelle même le Vidasso. Jeunesse et sport n'aide plus les associations, les accompagne plus. Ils délèguent, ils virent les salariés, quoi, ils savent. Non, c'est ça ce que je voulais dire. Il licencie, enfin, il éteint le corps des fonctionnaires d'État. Hein, et il délègue à des. Alors, on dit, oh, bah, nous, on va prendre mouvement associatif, de l'enseignement, etc. Bah, nous, dans des départements, on se répartit le gâteau, etc. À des conditions financières scandaleuses. Ils ont un demi-salarié qui peuvent embaucher avec ça, il faut qu'ils trouvent leurs propres locaux, je ne raconte pas. Puis derrière, ils organisent la vie associative. Alors, ils disent, ah bah oui, on nous donne des responsabilités. Ben non, on se fout de notre gueule, quoi, surtout. C'est un État qui se désengage, qui renonce. Alors comme ça, on a trouvé, en fait, la totalité de l'augmentation de ces lignes budgétaires, et sont, alors, la simplification associative. Alors ça déjà, Manuel Bass, il en parlait, enfin, on en parle tout le temps. Alors on nous a créé une plateforme Je veux aider, on nous a fourré donc ce fameux Vidasso, je ne sais pas encore, etc. et tout. Alors bénévole, je vais aller sur Internet, je veux aider parce que je peux faire dans mon département. Et puis, il faut remplir des trucs. C'est tellement une piste que s'ils veulent nous aider, ils ont plutôt intérêt à supprimer les masses de papier. Hein. Alors la plateforme unique qui s'appelle dites-le nous une fois. Dites-le nous une fois. Soi-disant, on dépose nos dossiers quelque part et plus aucune administration ne demandera. Voilà. Avec des codes, tout ça et tout, vous croyez que le président associatif, il a les dossiers à remplir, machin, truc, etc. Et en fait, l'État managérial, c'est un État, je vous dis, le néolibéralisme, c'est un État qui reprend main. C'est un État acteur, c'est pas le capitalisme, c'est pas le libéralisme qui est, avec cette main invisible, le marché va régler les questions de la question sociale. C'est un État qui décide d'intervenir, et pour intervenir, eh bien, il se crée ses propres outils, il s'autofinance, il autofinance ses actions. Comme ça, on va repérer tout ça et tout. Bah, oui. Et puis, par contre, alors, il augmente de 10 millions d'euros la ligne qui s'appelle les postes FONGEP. Donc, c'est les postes pour soutenir l'emploi associatif. Mais faut bien, il file tellement de boulot, il faut quand même qu'il y ait quelques professionnels. C'est 7 000 euros par année. Hein, autrefois, c'était 60% de la masse salariale, le coût salarial. On est à 7 000 euros, on est loin sur un salaire moyen de 40 000 euros. On est loin de ça. Donc voilà, c'est un État qui se sert lui-même, qui met en ses propres actions. Et ça, on va le trouver en région, on va le trouver dans les collectivités locales, des villes qui ne disent pas qu'ils font des appels d'offres, mais qui disent une solution, voilà. Et ça, donc, quelque part, l'association, elle rentre dedans. Alors, il y a celle dont parlait la camarade là-bas, qui sont des grosses associations qui vivent de ça, mais derrière, il y a plein d'associations qui disent, si on répond à ce projet-là, on aura 500 €, si on fait ça, etc., on va faire des campagnes, on voit des personnes qui deviennent conseillers municipaux, parce qu'en fait, ils sont présidents d'associations, et puis comme ça, ils ont plus de moyens pour organiser leur événement annuel. On fait ça partout, moi j'ai des exemples dans mon département, je ne les connais pas ici. Et toutes ces distorsions-là que l'on voit et tout, c'est de ça dont nous, aujourd'hui, on a besoin aussi au collectif des sociétés. Pour dire, on n'a pas seulement un discours. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pas pour le plaisir de vous rencontrer qui, lui, est incommensurable. C'est pas ça, et partager un peu avec vous. Mais c'est derrière parce qu'il y a un travail politique à faire derrière. C'est-à-dire comment est-ce que localement,
il suffit qu'une personne dise, voilà, ben, moi j'observe, quand on lit le journal, qu'est-ce qu'on voit, on découvre de l'article de presse. L'office du tourisme de tel endroit qui a des problèmes, l'association Lambda. Voilà l'enjeu de ce travail. Mais, donc l'État, il se désengage, mais c'est des fois, comme on dit, il s'engage davantage que pour lui-même. Alors, ce qui est le plus embêtant de ces engagements, c'est en fait, puis je termine juste là-dessus, c'est encore quand je parlais d'invisibilité ou de mépris, c'est en fait, on retire la légitimité à l'association, on retire le poids de l'État qui supporte l'organisation, c'est ce qu'il y avait dans le cadre du contrat d'engagement de la charte des engagements réciproques, qui a disparu dans le cadre du contrat d'engagement républicain. Merci.